Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous parlons des problèmes et des problématiques du monde du travail, des profondes transformations qu'il est en train de vivre en ce moment et bien sûr des effets de la pandémie. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la protection sociale qui est si important dans ces temps de Covid. Les personnes qui ont accès à l'assurance maladie, aux allocations chômage et aux prestations de retraite ne se rendent pas souvent compte que la protection sociale est le privilège d'une minorité de citoyens dans ce monde. La crise du Covid-19 a révélé les grandes inégalités qui existaient déjà, mais que l'on n'abordait pas vraiment, surtout en ce qui concerne la protection sociale. Ce n'est pas la première fois que l'on reconnaît l'importance de ce problème. Le rôle de la protection sociale comme stabilisateur de l'économie a été reconnu avec force lors de la crise de 2008 et dès 2009. Les Nations Unies ont lancé l'initiative du socle de protection sociale qui vise à doter tous les pays du monde de garanties minimales de protection sociale afin que ce droit devienne une réalité pour tous. Nous allons aborder ce sujet avec Valérie Schmitt, qui est la directrice adjointe du département de la protection sociale de l'OIT. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Alors Valérie, la crise du Covid a révélé la négation du droit à la sécurité sociale pour plus de la moitié des habitants de la planète. C'est beaucoup dire, moitié des habitants. Maintenant, nous n'avons plus le choix, nous devons voir les choses en face et ne pas attendre la prochaine crise pour agir. C'est bien ça ? Oui, en effet, Isabelle, on le savait depuis très longtemps que la population mondiale, plus de la moitié de la population mondiale, donc 55% de la population pour être exact, n'a pas accès du tout à la protection sociale, c'est-à-dire en cas de maladie, ils n'ont pas accès aux soins de santé, en cas de chômage, ils n'ont pas accès à des indemnités de chômage, ils n'ont pas d'allocation familiale, en cas de vieillesse, ils n'ont pas de minimum vieillesse, ni de pension de retraite. Donc, on le savait depuis très longtemps. Comme vous l'avez dit, Isabelle, cela a été mis en évidence lors de la précédente crise mondiale en 2008-2009. Mais malgré cela, c'est vrai que la plupart des pays ne faisaient pas les efforts, les investissements nécessaires pour que cette situation évolue de manière significative. Ce qui fait que cette nouvelle crise du Covid a montré les conséquences en fait de cette exclusion de la protection sociale pour les personnes vulnérables, mais aussi pour les personnes travaillant dans le secteur formel dans les pays en développement. Je pense par exemple aux travailleuses du secteur du textile au Bangladesh qui n'ont aucune protection sociale. Alors justement, parlons-en. Donc les femmes et les hommes qui travaillent dans l'économie informelle et ou dans les pays en développement ont été particulièrement touchés car ils ne bénéficient en général d'aucune protection sociale. Alors actuellement, racontez-nous quelle est leur situation et que faut-il faire pour s'assurer qu'ils et elles puissent enfin exercer leur droit à la sécurité sociale. Alors leur situation, elle est dramatique tout au cours de leur vie et elle est particulièrement dramatique en cas de crise comme celle du Covid. Pour au moins deux raisons. La crise du Covid a montré qu'il était indispensable de pouvoir avoir accès aux soins de santé lorsqu'on en avait besoin. Or, dans des pays où cet accès n'est pas garanti pour tous, mais uniquement garanti à une minorité, les systèmes de santé ne peuvent pas faire face, n'ont pas les reins suffisamment solides pour pouvoir faire face à un afflux de malades dans les hôpitaux, les centres de santé, etc. Donc ça a été une première conséquence dramatique de la crise du Covid. Une deuxième conséquence, c'est que un grand nombre de pays ont mis en place des mesures de confinement, total ou partiel. Et pour les personnes, contrairement à nous qui pouvons travailler de la maison, nous sommes les cols blancs si vous voulez, pour les personnes qui travaillent dans l'économie informelle, ils sont obligés d'aller au travail tous les jours pour pouvoir gagner de quoi vivre ou survivre le soir, le jour même. Et donc de ne pas pouvoir aller travailler, c'était en fait impossible, puisque dans ces pays, il n'y a aucun système d'assurance chômage. Et même s'il y en a dans certains pays, par exemple, je pense à la Thaïlande qui a une assurance chômage, pour les personnes de l'économie formelle, cette assurance n'est pas disponible pour les personnes dans l'économie informelle. Ce qui fait que ces personnes étaient obligées d'aller travailler, quoi qu'il en coûte, quels que soient les risques.
Donc voilà, c'est un peu la situation dans laquelle on était. Après, avec les mesures de confinement, la réduction quand même de l'activité économique, ces personnes en milieu urbain, en particulier, ont énormément souffert. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays ont mis en place des mesures d'urgence qu'on appelle transferts sociaux, ou cash transfer en anglais, des mesures d'urgence pour essayer de leur donner un minimum leur permettant de survivre, un minimum de subsistance. Bien entendu, ces mesures ont été assez généralisées en fait. Il y a un grand nombre de pays, on estime que 209 pays ont mis en place des mesures de protection sociale et une grande majorité de ces mesures étaient ces mesures d'urgence aussi pour l'économie informelle, à travers de l'économie informelle. Mais le souci qu'on a, c'est que ces mesures d'urgence sont des mesures ad hoc, c'est-à-dire ça va être un montant qui est donné à un moment donné, et ce ne sont pas des mesures sur le long terme. Et dans la mesure où la crise persiste et continue, finalement, ces personnes n'ont pas de protection adéquate. Alors voilà justement, pour toutes ces personnes qui ont tellement souffert et pour éviter que cette situation se répète, quel est à votre avis, quels sont les investissements que les pays devraient faire pour changer la donne à plus long terme et garantir tout de même un minimum au moins de protection sociale pour tous ces gens qui maintenant n'en ont pas du tout? Oui, alors les barrières pour avoir accès à la protection sociale sont multiples. Il y a évidemment la question du financement que vous abordez et que je vais expliquer un peu plus, mais il y a aussi, avant tout, c'est une question de volonté politique. Les pays même des pays à revenus intermédiaires ou même des pays à faible revenu, qui ont eu la volonté politique nécessaire pour investir dans la protection sociale, ils ont fait des progrès considérables en quelques années. Je me souviens que la Thaïlande, par exemple, a décidé de mettre en place l'assurance santé pour tous. Et dans les années 2000, au début des années 2000, en 2 ans, c'était fait. C'est-à-dire que quand on a la volonté politique de le faire, c'est possible. Maintenant, c'est vrai qu'en plus de cette volonté politique, certains pays peuvent faire face à des problèmes plus institutionnels. C'est vrai qu'on a dans beaucoup de pays une fragmentation des systèmes de protection sociale avec plein de micro-régimes couvrant les uns et les autres. On connaît ce problème également en Europe. Ce qui fait que c'est parfois un peu plus compliqué, si vous voulez, de passer à l'action. Mais comme vous l'avez mentionné, le gros souci, c'est un manque considérable de finances publiques allouées à la protection sociale. On estime aujourd'hui que les pays les plus pauvres ont un déficit de financement pour donner, si vous voulez, pour faire en sorte que tout le monde ait accès à un socle de protection sociale qui est vraiment le niveau de protection sociale de base que tout le monde devrait avoir. Donc, ils ont un déficit de financement de 78 milliards par an. Donc, milliards de dollars. Comment combler ce déficit ? C'est là la question. C'est là la question, et c'est une question d'autant plus difficile que les pays dont on parle ont une large proportion de leur population. Parfois, par exemple, un pays comme le Togo ou le Sénégal, c'est plus de 90% de la population en âge de travailler qui travaille dans l'économie informelle. Donc l'économie informelle, comme tout le monde le sait, c'est un monde où on ne paye pas de taxes, où on ne s'enregistre pas forcément. C'est difficile de vous intégrer dans les systèmes de protection sociale dans la mesure où on ne sait pas très bien où vous évoluez, combien vous gagnez, etc. Donc comment étendre la protection sociale dans un monde où une très large partie de la population active évolue dans l'économie informelle? C'est là la question. Et à votre avis, pensez-vous que le Covid a contribué justement à poser cette question, alors que même si c'est une question qui est là depuis longtemps, on l'abordait sans vraiment l'aborder? Est-ce que vous pensez que dans ce sens,
la pandémie a justement aidé à faire que ce problème soit plus présent. Donc on doit vraiment trouver des solutions. Oui, en effet, Isabelle, vous avez raison. C'est-à-dire que dans la situation pré-Covid, dans beaucoup de pays, on avait des régimes pour le secteur formel qui fonctionnaient plus ou moins bien, et on avait aussi des systèmes d'assistance sociale pour les plus pauvres. Mais il n'y avait vraiment rien pour les personnes dans l'économie informelle qui travaillent et qui n'est pas complètement dans l'extrême pauvreté, si vous voulez. Et le Covid a non seulement mis en évidence que cette population, en fait, était extrêmement vulnérable, mais en plus, certains pays ont réussi, en fait, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là, j'ai parlé de la Thaïlande, c'est ce qu'ils ont fait, mais aussi le Togo, qui a mis en place un programme qui s'appelle Novici, ça veut dire l'entraide. Et donc, ils ont réussi à inscrire massivement des personnes dans l'économie informelle en quelques semaines, en leur faisant miroiter justement ces paquets de protection sociale d'urgence. Donc, ce qui veut bien dire qu'en fait, cette population qui est très difficile d'accès d'une certaine manière, lorsqu'on leur demande de contribuer, de payer des taxes, etc., lorsque, évidemment, on met en place une carotte qui est l'aide d'urgence, ils s'inscrivent. Donc, cela veut dire qu'en fait, si on pouvait capitaliser, si vous voulez, sur cette expérience d'aide d'urgence et continuer à rester en contact avec toutes ces personnes qui se sont inscrites et qui ont reçu l'aide d'urgence, cela permettrait d'avoir une vraie politique d'extension de la protection sociale, au départ évidemment subventionnée, mais petit à petit de responsabiliser ces personnes pour qu'elles contribuent également à leur protection sociale et peut-être qu'elles payent des taxes, des impôts en fonction de leur activité. Donc je pense que le Covid, comme vous l'avez mentionné, a amorcé un espoir pour l'extension de la protection sociale et la formalisation de l'économie. Eh bien, merci Valérie Schmitt, directrice adjointe du département de la protection sociale de l'OIT, pour ces explications et pour nous donner en effet une petite lueur d'espoir dans le panorama si triste qu'a dressé le Covid depuis maintenant un an. C'est ainsi que nous finissons notre deuxième podcast. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.